Bonjour à toutes, bonjour à tous. David Molière et Samuel Béton. Donc on est tous les deux directeurs externalisés. À temps partagé, ça veut dire qu'on intervient auprès d'entreprises de toute taille, 5 jusqu'à 250 voire plus personnes travaillant plein. Et notre métier, c'est la direction, c'est-à-dire du diagnostic financier ou commercial, la planification des actions, le management du personnel de nos services, et puis bien sûr le pilotage des entreprises en collaboration avec les autres chefs de service et les directions générales. Aujourd'hui, on va parler de commerce et le lien tout particulier entre le commerce, le business plan et surtout comment on planifie une action quand on démarre et quand on veut développer, performer, et comme c'est écrit ici, développer son entreprise. Donc Samuel il fait partie de la finance et quand vous commencez un business, vous commencez forcément par un business plan. Donc Samuel va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc effectivement, on va discuter du business plan en quelques points. Pourquoi faire un business plan ? Comment il marche pas ? Si. Pourquoi on fait un business plan ? Comment on le fait ? Est-ce qu'il y a des outils prédestinés pour ça ? Quels sont les ratios ou les données qu'on doit absolument connaître ? Et la capacité à faire vivre un business plan. Alors pourquoi faire un business plan ? Tout d'abord, c'est pour fixer des objectifs aux équipes. Et de rappeler également qu'il est très important de faire un business plan. C'est presque une anomalie aujourd'hui de ne pas en avoir. Parce qu'il est important aussi de donner une vision aux collaborateurs ou même au dirigeant lui-même s'il est seul aux manettes. Ça permet de matérialiser les ambitions du dirigeant. Bien souvent, le dirigeant il a sa propre vision, il voit les choses, mais il faut aussi le mettre sur le papier, mettre les chiffres et regarder s'il n'y a pas des anomalies ou des choses qu'il faut corriger. Ça sert de base également au travail dans l'année, bien pouvoir avoir le cap, savoir où est-ce qu'on en est et permettre aussi de se comparer au tableau de bord. On y reviendra en fin de session. Anticiper les besoins de financement. Trop souvent, on fait des demandes de financement parce qu'on a le besoin à l'instant T ou parce qu'il y a des difficultés de trésorerie. Eh bien, si on prévoit justement ça par le biais du business plan, on peut aujourd'hui discuter avec nos partenaires bancaires et déjà commencer au début de l'année à travailler sur des demandes de financement qui vont être à faire. Avoir une vision bien sûr moyen terme, adapter une stratégie pour les dirigeants. On sait très bien qu'ils ont une capacité justement à voir plus loin que les collaborateurs et donc il faut leur permettre justement d'avoir cette vision. Et dernier point, de valoriser aussi une société en croissance. Aujourd'hui, les sociétés en croissance sont valorisées effectivement sur les chiffres déjà faits, mais aussi sur les chiffres à faire. Donc c'est très important d'avoir cette vision-là et ça permet de valoriser la structure. Comment faire un business plan ? Alors ça va dépendre aussi de si vous êtes une société en création ou si vous êtes une société déjà existante. Si forcément vous êtes déjà créé en développement, eh bien on va utiliser les données précédentes, les comptes annuels, forcément le bilan de la structure. Et puis on peut également utiliser le rapport du commissaire aux comptes sur les sociétés un peu plus importantes. C'est un échange, donc c'est un partage avec le dirigeant ou le comité de direction de l'entreprise. Il faut avoir connaissance de la stratégie, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelle est leur stratégie, comment ils voient les choses, pour que nous, en tant que financiers, on puisse justement écrire la stratégie en termes de chiffres. Il faut établir des hypothèses SMART. Alors là, c'est plus un terme commercial. Donc SMART, spécifique, mesurable, atteignable, temporel et le A, j'ai oublié. Le R, j'ai oublié. Non, atteignable, c'est le A. Bref. Sur des choses qui sont réalisables. Le prévisionnel, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir le dépasser. Pour autant... C'est le R. Le R, c'est réalisable. Réalisable, effectivement. Donc, négociable. Et donc, rester sur des hypothèses raisonnables. Aucun intérêt à s'enflammer, à mettre des hypothèses qui sont farfelues. Pour autant, à l'intérieur de ça, on peut travailler sur des valeurs hautes, des valeurs basses, ou éventuellement aller sur des nouvelles valeurs quand il y a un nouveau marché à développer.
Et préciser les hypothèses. C'est pas le tout de mettre un chiffre. On y reviendra tout à l'heure avec David. Il faut expliquer comment on calcule un chiffre d'affaires, comment on calcule une masse salariale, parce que on est souvent amené à retravailler les infos. Donc si on n'a pas déjà construit au départ ces hypothèses, ça devient compliqué après de les suivre. Toujours établir une première version, un projet, et rediscuter avec les personnes qui définissent la stratégie. Donc le dirigeant, mais ça peut être un directeur commercial, un directeur, un RH par exemple, qui sont dans la stratégie. Il faut penser à les présenter aux partenaires pour donner de la visibilité. Alors on en parlait tout à l'heure, quand on a des demandes de financement, c'est toujours important que le partenaire bancaire soit au courant de votre stratégie. Donc il faut vraiment la partager. Et votre expert comptable, alors il peut être à l'origine aussi de la création du business plan. Si ce n'est pas le cas, c'est important de le partager. Il faut aussi le partager avec les équipes. C'est-à-dire que dans vos collaborateurs, si vous avez des collaborateurs, il faut qu'ils soient au courant de la stratégie. Alors bien sûr, pas dans les détails, mais au moins sur les notions les plus importantes. On y reviendra tout à l'heure sur les ratios. Et il faut être en capacité de pouvoir modifier le business plan dans l'année. On a connu ces 3-4 dernières années des événements qui ont chamboulé souvent les activités économiques. Donc il faut être en capacité d'y répondre. C'est pour ça que c'est important de faire un business plan et de pouvoir y répondre s'il y a un événement significatif qui est arrivé dans l'entreprise. Pour ce qui est des outils, alors vous avez effectivement des outils spécifiques, des outils dédiés. Alors je vous ai donné quelques noms, mais il en existe plein d'autres. RCA, Finthesis, Forecast, qui sont vraiment des outils qui sont faits que pour faire du business plan. Pour autant, on peut bien sûr faire un business plan sur Excel, hein, c'est largement accessible. La seule différence, c'est la restitution. On a souvent des restitutions qui sont pas très fines, et quand on veut le présenter à des collaborateurs où il faut aller sélectionner ou faire des propres tableaux de bord ou qu'on veut mettre les couleurs de l'entreprise, c'est un peu plus fastidieux. Pour autant, voilà, c'est aussi possible. L'essentiel, c'est de le faire. Après, qu'il soit fait sur Excel ou sur un outil dédié, après, c'est une question de budget et c'est une question aussi de compétences sur l'outil. Pour autant, le plus important, c'est de le faire. Et qui peut le faire? Alors ça peut être soit un expert comptable, bien sûr, ça peut être soit le dirigeant lui-même parce qu'il a l'appétence, ça peut être un directeur financier externalisé, puisque voilà, ça fait partie aussi de notre job et on en fait de façon régulière. Je vois certaines personnes qui prennent des photos, c'est capté, donc vous retrouverez ça sur Internet. En termes de ratios, alors il y a effectivement tous les ratios financiers. Alors je ne vais pas vous faire un cours de finance sur tous les ratios. Il y a certaines données, certains ratios qui sont importants de maîtriser et importants de travailler dans la stratégie. Alors bien sûr, on a la partie chiffre d'affaires marge. Alors David va y revenir tout à l'heure plus en détail. D'échanger de façon, parce que la partie chiffre d'affaires, c'est forcément la notion qu'on maîtrise pas forcément. Donc de bien l'étayer, de bien la travailler et de bien l'expliquer. Il y a bien sûr l'identification des charges de fonctionnement et les charges de personnel, qui sont souvent deux notions très importantes. En termes de ratio, on va parler de l'excédent brut d'exploitation, qui est un ratio bancaire, qui a surtout pour capacité de regarder si on est capable de faire face à ses engagements bancaires, puisque en général, on nous accorde des financements quand on a la capacité à les rembourser. Donc c'est vraiment une notion de maîtrise qui est très importante. Bien sûr, la rentabilité nette et la capacité d'autofinancement, la capacité à générer de la trésorerie dans l'entreprise. Pour les activités qui nécessitent soit des besoins en stock, soit des délais de règlement, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui qui s'allonge, le business plan a vraiment pour intérêt de maîtriser la demande bancaire et notamment la trésorerie. Donc s'il y a des besoins parce que vos clients vous mettent plus de temps à vous payer, ou qu'il y a des besoins en stock parce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, eh bien c'est important de le négocier à ce moment-là. Et un business plan, alors souvent on dit il y a un business plan et il y a un prévisionnel de trésorerie. Pour moi, l'un va pas sans l'autre. Donc il faut absolument mettre en adéquation le résultat net et la trésorerie, puisque le résultat net, c'est pas la trésorerie. Donc pour ce qu'on a évoqué juste avant, si vous avez des besoins en trésorerie importants de par votre activité, il est évident qu'il faut absolument faire le comparatif entre les deux. Et ce qui est important, c'est de le faire vivre, votre prévisionnel. Alors à la fois, on a vu tout à l'heure sur si vous avez des événements significatifs ou des choses qui arrivent dans l'année et qu'il faut le retravailler, c'est très important de le mettre en application. Et aussi, il faut le faire partager avec les personnes de l'entreprise. Alors on parle des pôles de compétences, ça peut être le commercial, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être de la technique, ça peut être de la production. Et pour faire le lien avec ce que va nous présenter David,
il faut aussi le décliner, et c'est l'objet de la présentation de ce matin, en action commerciale. Donc de bien connaître ses clients, de bien connaître ses marchés, de savoir s'il faut faire de la prospection, si on a des nouveaux marchés, des nouveaux produits, etc. Partie commerciale. La partie commerciale et la planification, c'est en fait décliner le chiffre d'affaires prévisionnel du business plan en unités commerciales et par un certain nombre de prix unitaires. Alors, nous, on a une méthode chez les bras droits des dirigeants simple. C'est la méthode 1, 2, 3. C'est facile, ça se retient et vous en rappellerez toute votre vie. Et je donne aussi quelques notions sur le plan d'action commerciale. Alors, la première chose, c'est qu'il faut mettre en place une routine commerciale. Qui, dans l'Assemblée, a une routine commerciale? Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur surtout. J'ai mangé personne. Alors, une routine commerciale, excusez-moi, j'utilise le terme « il faut ». Il faut, c'est un petit peu une injonction, mais oublions ce mot. Dit autrement, c'est se prendre le temps de s'organiser, d'être discipliné, d'avoir la rigueur d'aller vers le client, mais aussi d'avoir l'humilité de se dire est-ce que je vais apporter quelque chose. C'est aussi la routine, avoir des habitudes qui vont être dans une posture de positivité. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on trouve ça un petit peu rigoureux. La discipline, la rigueur, c'est des mots un petit peu militaires. Mais en fait, c'est ce qui va vous apporter cette liberté d'action et ces habitudes positives vont vous, entre guillemets, au départ contraindre et ensuite vous libérer vers, je dirais, un épanouissement professionnel. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Samuel, il faut bien connaître ses clients ou ses prospects et surtout, il faut connaître les moyens d'action d'aller vers eux. Et donc, il faut connaître son cycle de vente. Tout le monde, s'il y a quelqu'un qui connaît pas ce que c'est qu'un cycle de vente ici, ok, bon, allez, très simplement, il y a tout le travail en amont. Hein, on appelle pour la première fois pour prendre un rendez-vous. Hein, c'est un exemple de cycle de vente. Et puis ce rendez-vous va se transformer en un rendez-vous de découverte, puis de proposition, un second rendez-vous, puis ensuite un rendez-vous de conclusion. C'est un exemple de cycle de vente. Il y en a qui sont beaucoup plus longs. Quand on vend un sous-marin, c'est plus long. Quand on vend des cartes de visite, c'est peut-être plus court. Ce qui est important, c'est de bien se rappeler qu'en fait, où on en est dans notre cycle de vente pour pas être perdu, c'est-à-dire de ne pas vendre le produit à un moment où on doit vendre un rendez-vous, de ne pas vendre de la découverte quand on est en train de faire la conclusion ou quand on vend de la conclusion alors qu'on est en train d'essayer de comprendre qui est notre client ou qui est notre prospect en face de nous. Rappelez-vous de ça, c'est important. Alors la méthode 1, 2, 3, c'est la méthode facile. C'est la méthode où on a des rendez-vous successifs avec des gens très importants pour réussir. Est-ce que vous savez quels sont les 3 rendez-vous importants pour le commerce? Pas d'idée du tout? J'écoute. Non. Non, les banques n'ont pas de faire de commerce avec toi, sauf si tu as quelque chose à leur vendre. Les 3 rendez-vous importants sont le rendez-vous avec vous-même, le rendez-vous avec vos prospects et le rendez-vous avec vos clients. Pourquoi le rendez-vous avec vous-même? S'il te plaît. Alors pourquoi le rendez-vous avec vous-même? Parce que vous êtes dirigeant, vous êtes à l'intérieur d'une entreprise qui a 1, 5, 10, 20, 50 personnes. Systématiquement, il va falloir être en accord entre votre proposition, votre vision et qui vous êtes. Et donc, pour être un commercial performant et pouvoir planifier l'action, au départ, il va y avoir en fait un certain nombre de questions. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Est-ce que j'ai toute légitimité à vendre ce produit?
Ça marche un petit peu mieux là, non? Parce que je vois qu'il y a des coupures. En fait, il faut que vous soyez fiers de ce que vous vendez. Que ce soit un produit ou un service, il faut se poser ces questions tout de suite, tout seul, avec personne d'autre pour répondre. Si vous voulez planifier votre action, si vous voulez réussir votre commerce, c'est le tout premier rendez-vous. Et ce rendez-vous, il est très important parce que vous devez vous découvrir. Quelle est votre légitimité? Quel est votre vertu? Et surtout, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans vos services? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans vos produits qui va faire en sorte que vous, eh bien, dans le chemin que vous allez avoir vers vos clients, vers vos prospects, et dans toute la planification de l'action que vous allez avoir, quelles sont vos difficultés? Malgré le chemin difficile, eh bien, vous saurez vous rattraper à vos valeurs parce que vous savez que vous avez une valeur d'usage aujourd'hui, dans 5 ans et dans 25 ans. Alors, pour ceux qui démarrent maintenant ou ceux qui développent, il va falloir recommencer ce travail sur soi dans les prochaines semaines, prochains mois, dans les prochaines années, parce que on est à un changement, j'ose dire, de civilisation, où l'énergie va coûter très très cher, elle va devenir très très rare, tout comme les matières premières, et donc repositionner votre offre de produits ou de services avec ce rendez-vous et cette découverte de vous-même. C'est important parce que vous n'aurez pas l'occasion de revoir cette personne longtemps après ou très longtemps après, peut-être à la retraite. Le deuxième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec le client. Rendez-vous client, d'accord, ok. Donc le rendez-vous client, en fait, c'est... Je vous y mets toute la slide, en fait. C'est juste rappeler qu'en fait, le client, c'est quelqu'un d'important et il faut prendre le temps de faire son commerce. Prendre le temps de faire son commerce, c'est pas coproduire le service, c'est pas coproduire le produit en question et l'apporter au client. C'est qu'il faut faire le temps du commerce, c'est-à-dire aller à la rencontre du client et dites-vous bien que si vous ne le faites pas, vos concurrents vont le faire. Ils vont aller vers vos clients, ils vont leur fêter leur anniversaire, ils vont prendre le temps de faire un resto avec, ils vont juste prendre le temps d'une visite. On est encore à l'ère du commerce où il y a des hommes et des rencontres entre les hommes et le commerce reste, on a de la chance, quelque chose où il y a un vrai instinct grégaire, la possibilité et la nécessité de se rencontrer. Le troisième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec le prospect. Le prospect, en fait, on se pose plein de questions. Est-ce qu'il faut que je prenne mon téléphone? Il faut que j'appelle? Est-ce qu'il faut que je toque à la porte de tout le monde? Moi, s'il y a quelque chose que vous voulez vous rappeler pendant ces 3 quarts d'heure qu'on va se voir, une seule idée, faites-en moins, mais faites-le mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez la personne, vous connaissez l'entreprise, vous savez ce qu'elle a comme besoin et vous allez identifier et vous allez rechercher ses besoins. En fait, la personne que vous allez rencontrer dans une situation que vous connaissez plus ou moins, il va falloir l'identifier. Il faut aussi identifier, je dirais, les signaux faibles. Et donc, ces moments sont importants. Il faut qu'ils soient importants pour être suffisamment bons dans votre questionnement auprès de cette personne, de votre découverte. Et donc, ces moments-là sont importants parce que derrière, vous allez trouver éventuellement une problématique. Et donc, votre objet, ça va être d'impliquer ces gens sur cette problématique et de proposer les gains qui sont en relation avec vos produits et vos services. OK ? Donc, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous de proactivité. Et n'oubliez pas, où en suis-je dans mon cycle de vente ? Dans mon cycle de vente, c'est-à-dire, est-ce que je prospecte ? Est-ce que je découvre? Est-ce que je fais une proposition? Ok, donc c'est facile, c'est simple. Ces 3 premiers rendez-vous sont la base. Et puis derrière, on propose en fait de faire un plan d'action commercial. Un plan d'action, c'est quoi? C'est anticipé, c'est une feuille de route, c'est une stratégie construite en lien avec une vision. Une vision, vous devez repartir de EDO avec une vision. Si vous ne l'avez pas. C'est quoi une vision? C'est pour qui? Pourquoi? Ma cible, à qui je m'adresse et mon allégation. Qu'est-ce que je veux lui vendre?
qu'est-ce que je vais proposer comme valeur d'usage important à caractère moyen long termiste et qui est intéressant également pour la société. Alors, le plan d'action commerciale, il est en lien évidemment, vas-y mets tous les... Voilà. Il est en lien aussi, je dirais, avec une analyse, soit de vos prospects, soit de vos clients, de la qualité. La QRC, c'est la qualité de la relation client. C'est quoi la qualité de la relation client? C'est le lien qui vous lie au client. C'est-à-dire, est-ce que le client, concernant vos produits ou vos services, achète 0% chez vous ou 100% chez vous? À 100%, il est dans une qualité de relation qui est forte. À 0, c'est un prospect. Et puis aussi, l'attractivité commerciale, c'est vous, chez le client, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, vous êtes... le client pour vous, c'est un gros client ou c'est un petit client? Et donc là, on a une séparation. Et bien, là où on va faire beaucoup d'actions commerciales, ça va être surtout sur l'activité commerciale habituelle, donc les bastions, les gens qui correspondent exactement à ce que vous faites. Et puis, la menace concurrentielle, c'est des gros, mais qui pourraient éventuellement travailler pas avec vous. Du coup, on va planifier des choses et on fait un tableau. C'est le suivant. La slide suivante, c'est les 4 piliers de l'action commerciale. J'ai commencé à en parler. La première chose, c'est de faire de la prospection. La prospection, ça va être de trouver des nouveaux clients. La fidélisation. La reconquête, c'est de la prospection à l'intérieur de clients qui ont travaillé avec vous et qui vous connaissent. Et puis, il y avait un 4e pilier, c'est la prescription. La prescription, c'est quelque part des gens qui vous disent « va chez un tel, va chez un autre ». Il y a certainement des choses à faire. Et en fait, le plan d'action, c'est de se dire je ne peux pas faire que de la prospection, on va voir ce que c'est. Je ne peux pas faire que de la fidélisation quand je n'ai pas de clients. Donc, quel est le bon équilibre pour pouvoir faire ce chiffre d'affaires que j'évoque au départ? La prospection, c'est très chronophage, c'est très coûteux, c'est indispensable au départ. Okay, donc, c'est indispensable pour développer le portefeuille, c'est indispensable pour... c'est votre position quand vous démarrez juste, quoi. Mais en même temps, il n'y a pas besoin d'être vendeur pour faire de la prospection. Il faut être mécanique. C'est-à-dire, comment les gens peuvent me connaître? Par exemple, aujourd'hui, on est dans l'ère du commercial 2.0. Vous êtes derrière votre ordinateur, vous avez une stratégie digitale et vous allez essayer de voir comment attirer vers vous des gens qui pourraient être intéressés par votre produit ou votre service. Philippe Deliège, qui est un grand influenceur en commerce mondial, Philippe Deliège est un Belge, il dit « Mon commercial est mort, vive le commercial 2.0 ». Avant même d'avoir pris un rendez-vous pour faire de la prospection, n'hésitez pas à faire une vente, une pré-vente digitale, c'est-à-dire que les gens viennent à vous avec des leads. C'est-à-dire que vous avez fait suffisamment de travail pour que votre marque soit connue ou que les gens se disent il y a peut-être un intérêt à travailler avec. Ok? Comme ça, vous obtiendrez des rendez-vous. Ça, c'est la fidélisation est de loin le dossier qui est le moins mis en avant par, les entreprises. Et pourtant, c'est 80% du boulot. Quand on a un client, c'est source, bien sûr, d'argent, mais c'est source aussi de recommandations, c'est source aussi de satisfaction, c'est source d'amélioration. Donc, il faut absolument planifier des rendez-vous de fidélisation pour consolider le chiffre d'affaires déjà existant. Et il ne faut jamais l'oublier, vous avez absolument besoin de programmer et de planifier ça. Alors le troisième rendez-vous, c'est la reconquête. Ça coûte un peu moins cher, c'est se remettre en question, faire l'effort aller voir des clients qui sont partis. Et c'est aussi l'occasion d'affiner, de revoir sa copie et de faire les choses mieux. Donc n'hésitez pas, parce que j'appellerais ça, j'ai dû l'écrire, des quick wins, des résultats rapides. Allez voir des anciens clients, c'est avoir l'humilité de se dire peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être qu'on peut s'améliorer, peut-être qu'on le fait ensemble. Et c'est toujours mieux parce que
même si on a fait quelque chose de mal ou qu'on l'a pas bien fait et qu'on n'a pas voulu faire du mal, ben en fait quelque part la personne qui était en face, elle se rappelle qu'il a déjà eu un pied dans la porte. Vous connaissez cette expression, et donc quelque part le client, ben il n'est pas redevable, mais il a envie quand même de faire et d'améliorer les choses. Important cette refidélisation. Le 4, c'est la prescription. On est à EDO, il y a plein de réseaux, il y a plein de possibilités de recommandations. Ne négligez absolument pas ce plan-là. Mettez dans vos emplois du temps, le temps de faire du commerce et de mettre de la prescription. C'est des réseaux d'entreprise, c'est des clubs, c'est des collègues entrepreneurs. Ça, c'est très important. C'est pas de la prospection, c'est pas de la fidélisation, c'est pas non plus de la reconquête. C'est vraiment un boulot à part entière, un vrai boulot de commerce. Tout ça réuni, on fait un plan. On fait un plan et on le formalise. Qu'est-ce que c'est de formaliser un plan? C'est je veux tant de clients par semaine, par mois, par an. Un plan, c'est au moins 6 mois. Et on va se dire, je fais tant de pourcents de prospection, je fais tant de pourcents de fidélisation. Écrivez-le. Écrivez-le. De dire, mais ça sert strictement à rien. Puisque de toute façon, je ne vais pas suivre le plan. Vous êtes un spécialiste de la guerre, parce que finalement, toutes les stratégies de guerre, ça commence comme ça. On écrit la stratégie, on met en plan le plan d'attaque, et au premier coup de canon, c'est un général anglais qui l'a dit, au premier coup de canon, la stratégie, elle change. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que si vous l'avez écrit, votre plan, eh bien, vous allez pouvoir le comparer à l'existence que vous avez vraiment réalisée. Et donc, vous allez pouvoir vous dire, là, j'étais bon, j'étais au-dessus de mes prévisions, et là, j'étais en dessous, et pourquoi? La seule façon qu'on a d'améliorer les choses, c'est de les écrire. Vous le savez tous. Eh bien, ici aussi, en plan d'action, on écrit les choses et on compare à ce qui existe vraiment et ce qui s'est passé. C'est la seule façon de s'améliorer. On n'améliore que ce que l'on observe. Donc, je finis en disant que il faut renoncer à un certain nombre de choses. Il faut faire les choses avec beaucoup de bonne volonté. Il faut avoir envie. Et une fois qu'on a planifié tout ça, c'est déjà pas mal. Par contre, il y a à un moment donné ce qu'on appellerait le juge de paix, mon voisin, qui va vous donner des indicateurs de qualité de la performance, ces fameux ICP, et qui va nous dire à la fin de l'année, est-ce qu'on a été bon, est-ce qu'on n'a pas été bon. Alors effectivement, on a vu sur les 2 premières parties comment écrire la stratégie, comment faire le business plan. Ensuite, on vient de voir comment construire le plan d'action commerciale. Ce qu'il est important, c'est de mesurer ces actions. Si vous faites une stratégie mais que vous ne la mesurez pas, finalement, elle n'a que très peu d'intérêt. Donc la suite logique du business plan, pour repartir sur la finance, c'est le tableau de bord, donc mensuel ou trimestriel suivant la structure et suivant les besoins, avec des indicateurs financiers et commerciaux. David l'a dit tout à l'heure, on monte un plan d'action, on fixe des objectifs. Il faut aller dans le détail par rapport à ce qu'on avait évoqué en amont, puisqu'effectivement la stratégie elle bouge toujours. Mais il faut aller comparer la performance et notamment commerciale par rapport à ce qu'on avait vu au business plan, puisque bien souvent quand même la rentabilité dépend aussi du chiffre d'affaires. Donc c'est un élément très très important. Il faut se comparer par rapport à la stratégie initiale, au business plan qu'on avait mis ou qu'on a réajusté s'il y a eu des événements significatifs, on en a parlé tout à l'heure. Et autre élément, il faut aussi être très ouvert sur votre secteur et vous comparer aussi par rapport au ratio du secteur, ce qu'on appelle les ratios sectoriels. Quelle est la marge moyenne qui est faite dans le secteur, quel est le chiffre d'affaires moyen sur ce type de structure, quelle est la rentabilité moyenne. Donc c'est très important aussi de regarder ce que font les autres. Je donne souvent l'exemple, c'est comme à l'école, on aime toujours savoir si on est au-dessus de la moyenne de la classe ou en dessous de la moyenne de la classe pour aussi adapter notre stratégie. C'est exactement la même chose pour les entreprises. Donc il faut vraiment se comparer à son secteur d'activité, alors bien sûr en prenant des notions qui sont similaires et des activités à peu près identiques. Bien sûr, ça sert à déterminer la rentabilité nette parce que c'est quand même la finalité, c'est est-ce que je gagne de l'argent ou pas dans ma structure.
et d'avoir un atterrissage. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'attendre le bilan de fin d'année, alors même s'il est important de l'avoir et que ça permet d'avoir une photographie à un instant T. Aujourd'hui, il faut bien sûr faire un tableau de bord alors, mensuel, et si vous arrivez par exemple à mi-année, ce qu'on appelle l'atterrissage, c'est qu'on va prendre les 6 premiers mois réalisés et on va y ajouter les 6 derniers mois qui sont budgétés. Donc ça permet déjà d'avoir une anticipation sur la fin de l'année, sur des stratégies commerciales adaptées. David en a parlé tout à l'heure. Ou si il faut aller prendre des nouveaux marchés ou des nouveaux clients, et ça permet aussi de savoir est-ce qu'on est dans la fidélisation ou est-ce qu'on est dans la conquête. Il faut le partager avec les équipes. Encore une fois, pas tous les chiffres, mais il faut en partager. C'est important que vos collaborateurs aient une vision de l'entreprise sur tous les pôles, que ça va du marketing au commercial ou autre. Il faut que les collaborateurs sachent si ça va, où on doit améliorer les choses. Donc ça, c'est très très important. Encore une fois, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais de donner quelques ratios qui soient compréhensibles et qui soient mesurables. Et puis, toujours caler 2-3 axes d'amélioration ou tout du moins sur des éléments sur lesquels il faut appuyer. Alors jamais faire une conclusion avec 15 points à revoir, ça n'a aucun intérêt et bien souvent on n'arrive pas à les voir. Juste avoir 2-3 axes, s'y fier et vraiment refaire un retour la fois d'après. Ça, c'est très très important pour ne pas se perdre dans des stratégies qui sont diverses et qui changent au gré des analyses. On a presque fini avec notre propos. La conclusion sera une prise de hauteur. La première chose qu'on voudra vous dire et qu'il faudrait vous rappeler, je voudrais citer Churchill qui disait la réussite, c'est d'avancer d'échec en échec sans jamais se décourager. N'oubliez jamais ça. Que vous soyez jeune entrepreneur ou déjà dirigeant, vous le savez. Donc ça, c'est important. Alors nous, le message qu'on veut vous envoyer, c'est que, bien sûr, il faut oser. Il faut oser vendre. Et il faut oser être fier de soi, fier de cette offre, cette vision qu'on veut mettre sur le marché. Ça, c'est primordial. Donc, rappelez-vous de cette méthode 1, 2, 3 et de vos rendez-vous successifs avec les gens les plus importants pour la réussite de votre commerce. Planifiez, parce que si vous planifiez, vous contrôlerez. Si vous contrôlez, vous améliorerez. Sinon, eh bien, et c'est le principal défaut de tout dirigeant d'entreprise, c'est de croire qu'il se rappelle de tout. En fait, la réalité, elle coule comme l'eau de la douche sur la peau. Et quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, on ne se rappelle pas de nos erreurs. Donc pour améliorer, planifiez et tenez compte de vos erreurs. Et enfin, bien sûr, le message de bras droit des dirigeants, c'est savoir s'entourer. Quand on est bon dans un endroit, eh bien, il faut se spécialiser dans cet endroit. Par contre, on ne peut pas être bon de partout. C'est pour ça qu'il y a des directeurs externalisés en RH, en direction financière, en commerce. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Pas de questions, alors j'espère qu'on a été clair. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis bon salon, bonne journée. Merci. On reste là quelques instants si des personnes voulaient faire des questions plus particulières et privées.